Vainement Napoléon peut désarmer cette inimitié du souverain a dû pardonner à l'Autriche en 1805, à la Prusse en 1806, accorder la paix à la Russie en 1807, demander constamment la paix du monde à l'Angleterre. Chacune de ces puissances ne se soumet qu'à la force et ne souscrit des traités qu'avec l'intention de les rompre. Napoléon, au milieu de son expédition d'Espagne, est contraint de quitter inopinément ce pays et réparé tout à coup aux Tuileries le 23 janvier. Il devenait urgent pour lui d'accourir à la défense de l'Empire, immédiatement menacé. Quelque rapide qu'eût été l'incursion de l'empereur dans la péninsule, ce court intervalle avait suffi aux intrigues du ministère anglais et à la malveillance des cabinets du continent pour accomplir une nouvelle coalition. La Prusse avait armé furtivement et s'engageait à se déclarer dans l'occasion. L'enthousiasme d'Alexandre pour Napoléon s'était déjà éteint. Un voyage du roi et de la reine de Prusse à Pétersbourg avait opéré ce changement. La Russie épiait le moment favorable, se concertant déjà en secret avec la Prusse et liant des intelligences mystérieuses avec Vienne. Quant à l'Autriche, qui laissait trop forte par le traité de Pressburg, avait eu depuis d'autres sentiments qui étaient dévorés ses pains et multipliant les protestations d'amitié. D'autres occupations qui de songer à recouvrer ses pertes et à se donner des forces. Elle ne dissimulait plus. Elle se mettait en campagne fière et menaçante, mais destinée encore une fois à devenir dupe de l'égoïsme du cabinet anglais et à tomber seule victime de cette nouvelle coalition. Elle avait pour elle, en ce moment, sa population sous les armes, les engagements ou les promesses de ses voisins, le vœu de quelques Allemands, les concours de l'Angleterre et les préventions universelles que les intrigues des cabinets et la haine de l'aristocratie européenne avaient amassé contre Napoléon. Enfin, les nombreuses machinations urdies contre lui, tant en dehors, côté d'un de son empire. À cette époque, toute l'Allemagne, et surtout le nord de ce pays, était rempli d'associations secrètes dirigées contre la France. La masse démocratique conduite par des publicistes et des professeurs exhortés, réveillant la régénération politique besoin du siècle, les intérêts aristocratiques s'échoignant ardemment à cela, sous l'apparence patriotique de la libération allemande, ne calculant au fond qu'il retour de leur privilège, tout étant unis sous le nom généralement connu de Tugendbund, associant de la vertu. Ha ha ha. Ainsi la cinquième coalition se présente tout à la fois guerrière et conspiratrice, soumise à la direction machiavélique du ministère anglais. Tout lui sera bon. On résolut donc de diriger les armées régulières au cœur de la France et d'employer en même temps des diversions sur les points les plus éloignés de son territoire, les insurrections des peuples alliés, celles même de nos armées, de nos départements. Tout cela est aujourd'hui reconnu et bien prouvé, mais peu exécuter un tel projet. Il avait fallu, avant tout, de pervertir l'opinion des peuples.
L'Angleterre avait répandu ses agents et son or sur tous les points de l'Europe. Elle avait des intelligences dans tous les pays et des dépôts d'armes en Sicile, à Gibraltar, à Heligoland. Sur toutes ces escadres, les Prusses et l'Autriche avaient travaillé l'Allemagne, le Tyrol, l'Italie. Depuis longtemps, on attaquait tout ce qui s'était montré favorable à la Révolution française et à la régénération de l'Europe. Depuis qu'à la suite de temps des provocations triomphantes avions parcouru tous ces divers États, on n'avait perdu aucune occasion d'hériter l'orgueil humilié, les intérêts froissés, les haines particulières, d'exciter les querelles et des rivalités. Depuis l'Empire sous les griffes avaient été reportés sous l'empereur et sur son armée. Napoléon, bien que toujours provoqué, était représenté partout comme le seul auteur de la guerre perpétuelle, insatiable des conquêtes. Aspirant à la monarchie universelle, ses ennemis étaient dépeints comme les défenseurs de la liberté générale, les victimes d'une noble et juste opposition. Ses partisans, au contraire, étaient des courtisans ambitieux, ennemis de tous les droits des nations et de toutes les libertés. Chacun des actes de l'empereur était cité comme une oppression, la défense à laquelle on les réduisait constamment n'était plus qu'une offensive perpétuelle. Tous les gouvernements qu'il avait déjà vaincus, bien qu'épargnés, n'en demeurant pas moins, disaient-on les objets constants de sa haine, et ne devions s'attendre qu'à leur destruction. Qu'on ne soit pas étonné que d'aussi fausses allégations s'y ont obtenu quelque crédit à cette époque. Les négociations des coalisés qui osant peut éclairer la vérité restaient tellement secrètes qu'aujourd'hui, malgré le temps écoulé, on connaît à peine quelques-uns de leurs documents. Ils étaient servis en cela par Napoléon même, qui se voyait contraint de cacher aussi les complots de ses ennemis à leurs projets homicides. Toutes ces inculpations soigneusement propagées dans les pays étrangers trouvaient jusqu'au sein de notre France, parmi les chauds partisans de la Révolution qui disputaient sur des garanties sociales quand l'existence même de la société était en danger. Ces inculpations étaient acquises en tout pays par les hommes prématurément occupés d'idées républicaines et qui s'effrayaient de voir un bras vigoureux régularise les monarchies. Elles pénétraient jusque dans nos glorieuses bandes. Tous les enfants de la victoire ne savaient pas s'en préserver. La longue occupation de l'Allemagne et de l'Italie les avait intéressés au sort de leurs habitants. Et s'ils ne partageaient pas précisément tous leurs sentiments, du moins ne restaient-ils pas assez étrangères. Nos armées d'Espagne étaient attaquées par d'autres idées. Aux généreuses commisérations pour un peuple qu'on disait opprimé et injustement essayé. L'éloignement de l'empereur, sursis de toute gloire et de toute faveur, tout concourait à rendre plus pénible cette guerre de la péninsule, ce qui, chez l'étranger, excitait la haine et la vengeance, produisait chez nous le refroidissement. Il était accru dans la masse par la fatigue d'un service trop prolongé et dont la chef par le regret de ne pas jouir des avantages acquis.
après cet âge où le mouvement n'a plus un besoin, car il est bon de considérer dans l'histoire de nos événements la progression de l'âge dans la glorieuse génération dont la jeunesse avait œuvré, les merveilles de la Révolution, élevée éteint. Désormais, la maturité pour la plupart de ceux qui la composions, les termes probables de leur espérance.